Et donc on va changer d'espace et d'époque avec Pierre Boucher. Tu peux venir avec nous. Qui va nous faire une présentation sur la France, sur le plébiscite français, si j'ai bien compris. Face à l'accueil en tout cas c'est le sujet de ton mémoire. Une présentation qui s'intitule La France face à la problématique de l'accueil des réfugiés sarrois. On est en 1935, on a fait un bond dans le futur. Alors, à nous. Alors bonjour, je vais vous parler de la France face à l'accueil des réfugiés sarrois et allemands en 1935, qui est, on va dire, un sous-sujet dans mon sujet principal, qui est l'action de la France face au plébiscite sarrois de 1935. Et donc là, je vais vous évoquer une des conséquences du plébiscite, qui est un afflux de réfugiés en France, venant de cette région de la Sarre. Vous pouvez voilà, donc si j'ai choisi de vous faire ma présentation sur cette partie principalement, c'est que ça dénote un peu du reste de mon sujet qui est vraiment centré sur l'action des diplomates et sur l'action de l'État français. Et ici, je vais plutôt m'intéresser à une conséquence, une conséquence et surtout à m'intéresser à des individus pour ne pas faire que de l'histoire diplomatique traditionnelle. Donc, au début, je ne pensais pas évoquer ce sujet dans mon mémoire, mais dans les sources du consulat de France à Sarrebruck, j'ai vu que ça prenait une grande part, et donc j'ai décidé de l'intégrer à mon mémoire. Dans mon exposé, j'utilise le terme de réfugié. C'est un peu connoté parce que pour certains, c'est justifié que ce soit des réfugiés, mais pour d'autres, ce n'est pas forcément des réfugiés. Ça dépend. Et si j'ai voulu aussi parler de cela, c'est que, comme l'historien est un homme de son temps, on a vu que depuis 2015 et la crise migratoire, la question d'intégration, de la question d'accueil de réfugiés fait débat en France et dans beaucoup de pays. Et donc j'ai voulu voir comment, il y a un siècle, cette question était déjà traitée. Alors avant d'évoquer les réfugiés et l'action, il faut donner un peu de contexte. La Sarre, qui est sur la carte à gauche, le territoire en gris, et comment il se nomme à l'époque, le territoire de la Sarre, est une région autonome sous mandat de la SDN et qui a été créée en 1919 par le traité de Versailles. La région de la Sarre, elle correspond à peu près à la région de la Sarre sous l'Empire allemand, mais avec quelques territoires en plus. Et donc, c'est assez différent des autres mandats de l'époque, parce que les autres mandats étaient confiés à des puissances. Par exemple, la Syrie était un mandat français, mais là, c'est un mandat qui est sous, disons, la SDN qui administre la région, par une commission de gouvernement, où siègent des membres de plusieurs pays. Par exemple, à l'époque du plébiscite, c'est un Britannique, M. Knox, qui est président de cette commission, et on a des membres de la commission qui sont un Français, M. Maurice, représentant français, et on a aussi, par exemple, un représentant yougoslave. Cette région a été créée, comme j'ai dit, par le traité de Versailles, par l'article 17, et prévoyait qu'au bout de 15 ans, donc, la région est créée par le traité de Versailles qui date de 1919. En 1935, il était prévu qu'un plébiscite se passe pour que les habitants de la région choisissent du futur de leur territoire. Et il y avait 3 choix. L'intégration à la République française, le retour au sein de l'Allemagne, ou un statut à définir, qu'on pourrait appeler le choix du statu quo, où ils auront un nouveau statut à définir avec la SDN. Alors, aussi, il ne faut pas oublier que pendant cette période, la Sarre, elle est en union douanière et monétaire avec la République française. Le franc est utilisé dans la région, et il y a une libre circulation des biens et des personnes entre ce territoire et la France. En 1933, lorsque les nazis arrivent en pouvoir, il y a déjà plusieurs choses. La France, à l'époque, au début de la période en 1920, avait espéré pouvoir peut-être acquérir ce territoire à la République et gagner le référendum. Mais avec l'occupation de la Ruhr, ils se sont rendus compte que ça ne serait pas possible et ils s'attendaient à ce que le territoire redevienne allemand. Mais avec l'arrivée des nazis au pouvoir, ils se sont dit qu'il y avait peut-être une carte à jouer qui était le statu quo. Dire aux Sarrois, je vois que vous avez des réticences à intégrer une Allemagne nazie,
Donc, votez pour le statu quo et vous serez sur un statut différent et vous pourrez plus tard redevenir allemand. Et donc, avant de parler des tensions sur l'accueil de ces réfugiés, je vais rappeler aussi une chose, c'est que la Sarre était le dernier territoire allemand démocratique. Certes, c'était pas comment dire, une démocratie ou un État souverain, mais la Commission avait les pouvoirs, mais les Sarrois avaient une assemblée où ils pouvaient faire des demandes à la Commission et ils avaient les libertés individuelles garanties. Et donc on voit que dans ce territoire, il y a eu un afflux de réfugiés venant d'Allemagne, des opposants politiques communistes, socialistes ou de droite modérés, et aussi les juifs allemands qui, pour une partie, sont partis en Sarre parce que ça avait l'avantage d'être un territoire allemand, entre guillemets, mais pas sous la tutelle des nazis. Voilà. Alors, je vais passer sur les tensions sur la Juif. Alors, à l'époque de l'accueil des réfugiés sarrois, en France, on est dans une période de crise. Depuis 1931, il y a la crise économique qui arrive en France un peu plus tard, mais qui a un fort impact, et il y a un fort chômage en France. Aussi, on a une période où l'instabilité politique commence à arriver. On a des gouvernements qui tombent plus rapidement, une xénophobie ambiante, un antisémitisme qui revient en force en France. On peut le voir, cette xénophobie, par des lois. Par exemple, en 1932, il y a une loi qui est votée par le Parlement qui restreint pour les étrangers la possibilité d'exercer certains métiers, comme le métier de médecin ou d'avocat à la demande d'une partie de la population. On a aussi à l'époque des meurtres sur des citoyens étrangers, par exemple comme un citoyen belge qui est assassiné, ce qui dénote vraiment avec la période d'avant des années 20, où la France avait incité des étrangers à venir en France pour travailler. Par exemple, dans le nord de la France, beaucoup de Polonais avaient été invités à venir travailler dans les mines. Et surtout, en 1927, on avait une loi sur la naturalisation qui avait réduit de 10 à 3 ans le temps pour demander la naturalisation en France. Et donc, on voit que dans les années 30, c'est l'inverse. On commence à avoir des lois pour restreindre l'accueil de personnes ou la facilité d'installation des étrangers. Et donc, en 1935, les Français espèrent que le statu quo puisse avoir gagné ou avoir une minorité de blocage, mais ils préparent au cas où que la Sarre redevienne allemand et ils se disent on va avoir beaucoup de réfugiés en France. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une tension en France entre la tradition d'accueil de la France depuis un siècle, que même sous la monarchie de Juillet, où depuis très longtemps on accueille beaucoup de réfugiés en France, et de l'autre côté, le rejet de plus en plus fort des étrangers et de l'altérité, la peur de l'étranger. Voilà. Donc on peut voir aussi à gauche un extrait du Populaire, où on voit que, par exemple, à gauche, la SFIO est plutôt partisane d'accueillir les réfugiés, même si ça fait beaucoup de débat dans une partie de la population française. Ensuite, je vais vous parler du jour du plébiscite, qui est le 13 janvier 1935. La France se prépare, comme j'ai dit, à accueillir des réfugiés, si l'Allemagne gagne le plébiscite. Alors, on décide de mettre des dispositions en place. Dans ce document, c'est la première page de ce document du 22 novembre 1934, qui est envoyé par le vice-consul de France à Sarrebruck, qui envoie au ministère des Affaires étrangères des préconisations pour pouvoir gérer ce flux. Tout d'abord, il propose dans la journée du 13 janvier, qui est le jour du plébiscite, techniquement, c'est le jour où l'union douanière et la libre circulation s'arrêtent entre les deux pays. Et il propose de le faire discrètement, de discrètement fermer la frontière et de mettre des forces de police pour empêcher tout afflux de personnes qui n'auraient pas les documents en règle. Il demande aussi qu'aucun document ne soit délivré à partir du 13 janvier pour que des personnes puissent venir en France. Et dans ce document, on voit qu'il y a une inquiétude on estime à 100 000 à 150 000 personnes qui pourraient venir en France si les nazis gagnent le référendum, ce qui est assez énorme pour la taille du territoire, car la Sarre en 1935, c'est 812 000 habitants, ce qui vaudrait quand même à 12 à 18% de la population du territoire qui arrive en France. Dans un pays, la France, qui est de 40 millions d'habitants, et qui a quand même beaucoup de réticence à accueillir des gens. Par exemple, dans les années 30, j'ai oublié de le préciser avant, on a des expulsions en masse de personnes immigrées. Par exemple, les Polonais installés dans le nord de la France qui n'étaient pas naturalisés sont virés pour laisser place à des bons Français, entre guillemets, pour qu'ils puissent avoir du travail. Voilà. Alors, à partir du 15 janvier... Attends, je la page d'avant, pardon.
Pour le résultat du référendum, on voit très bien que l'Allemagne l'emporte d'une façon écrasante au référendum. Et donc, ça, comme je disais avant, ça peut inciter à se dire qu'il y aura beaucoup d'afflux de personnes. À partir du 15 janvier, les résultats sont définitifs parce qu'en fait, le 13 janvier, on a les votes, mais les votes sont envoyés à Genève où ils sont comptés par la SDN, et donc c'est que le 15 qu'on sait les résultats définitifs. Pour la France, on est donc sûr d'avoir un afflux de personnes sur le territoire national. Donc, comme j'ai dit, il y a plusieurs problèmes à l'accueil de ces personnes. Tout d'abord, sur le plan politique. Par exemple, à l'extrême droite, l'action française s'oppose à l'accueil de ces réfugiés. On a aussi à droite une réticence et à gauche pour certains aussi. À cette problématique politique, ça joue la question de la xénophobie et donc d'une altérité. Car aujourd'hui, l'altérité, on le fait en France quand on parle des étrangers ou la question d'altérité, on la pose plutôt non pas avec des Européens, mais plutôt avec des personnes hors d'Europe. À l'époque, même le Belge est considéré quand même comme un étranger qui peut être dangereux pour la France. Ou le Polonais. Par exemple, les Polonais, on leur reproche de ne pas être assez laïques, de mettre le voile sur la tête pour aller à l'église. Pour les femmes, de se couvrir la tête, ce qui pose des problèmes. À cela aussi, il ne faut pas oublier qu'on est 16 ans après la Première Guerre mondiale et que les réfugiés qu'on va accueillir, c'est des Allemands. Donc, les Français ont un mémoire très fort de la Première Guerre mondiale. Bon, même si, entre les États, au plan politique, il y avait eu des rapprochements comme avec Briand, mais peut-être que dans une partie de la population, l'allemand, ça reste le Boche, ça reste l'ennemi. Voilà. Aussi, on a un autre problème, c'est que les personnes qui vont arriver, il y aura une partie qui sont juives. Et on a un fort antisémitisme en France. Il y a une hystérie, par exemple, dans l'extrême droite, qui dit que la France sans juifs, que les juifs contrôlent tout. Bon. Et que c'est un danger pour la France. Aussi, on a un second point, c'est que les opposants politiques qui vont venir, c'est plutôt des gens de gauche. Et à l'époque, il ne faut pas oublier qu'il y a un fort anticommunisme en France, et qu'on a peur quand même du Parti communiste français. Alors, accueillir des réfugiés qui sont des communistes étrangers, c'est encore plus problématique pour certains. Voilà. Donc, on voit qu'il y a quand même assez de tensions sur cette chose. Mais pour nuancer ça, on a aussi d'un autre côté la France qui a une tradition d'accueil, comme j'ai dit, en vertu du droit d'asile, respecte ce droit d'asile pour les personnes qui sont éligibles. Par exemple, les populations juives, ils savent très bien qu'en Allemagne, les nazis discriminent. Il y a déjà eu une vague d'arrivée de personnes d'Europe centrale, de populations juives en France. Par exemple, des Autrichiens ou des Polonais. On a aussi une autre chose qu'il ne faut pas oublier, que comme il y a eu 15 ans de lien entre la France et la Sarre qui fut très étoile, il y avait beaucoup plus de liens économiques et de flux entre la France et la Sarre. Par exemple, des Sarrois venaient travailler en Moselle dans les mines ou dans l'industrie. On a aussi des parents qui sont en Sarre, qui normalement ne devraient pas pouvoir venir en France, mais car leur enfant s'est enrôlé dans la Légion étrangère, on les laisse rentrer en France. Voilà. Aussi, on a d'autres personnes qui sont accueillies, qui sont par exemple des personnes qui ont rendu service à la France. Par exemple, on a un vieux mineur qui est écrit au consulat, car il est menacé par les nazis, parce que pendant l'occupation de la Ruhr et l'époque où les Allemands avaient dit le gouvernement allemand avait appelé à ne pas travailler pour les Français, il avait accepté de travailler. Donc il a été allé dans les mines, il avait ramené du charbon. Ce qui fait que les Allemands voulaient, et les nazis le considéraient comme un traître. Et donc la France a dit pour son image et par principe qu'on ne peut pas abandonner ceux qui ont soutenu la France et ses intérêts. À cette action de l'État, on a aussi des pressions privées, des initiatives privées. Par exemple, la communauté juive en France fait part de ses inquiétudes aux autorités et propose d'accueillir des réfugiés pour dire si le problème pour vous c'est que ça soit un poids pour la France, on va pouvoir les accueillir, les loger, essayer de leur trouver du travail. Comme ça ne sera pas un poids et ça ne volera pas le travail de Français, entre guillemets, vu que certains pensent que les étrangers viennent voler leur travail. Et on a aussi, je voulais insister sur le rôle du consulat français à Sarrebruck et du consul, qui ont joué un rôle aussi, parce que le consul était très touché par ce qui arrivait aux Sarrois, et donc a distribué de façon assez généreuse des laissez-passer pour venir en France. Voilà. Donc je vous avais dit tout à l'heure qu'ils estimaient à 150 000 personnes qui arrivaient en France. Et en fait, on a eu beaucoup moins. On a eu environ 10 000 personnes qui venaient demander asile en France.
On peut l'expliquer par plusieurs facteurs. Tout d'abord par les actions prises par la France, comme la fermeture des frontières et le contrôle pour empêcher un afflux de personnes. Aussi, on peut rappeler que comme il y a eu 15 ans de lien entre la France et la SAR, des personnes avaient déjà des biens en France et avaient déjà des liens forts avec la France, et il y avait déjà eu des personnes qui s'étaient installées en France. Aussi, il y en a qui avaient anticipé la victoire de l'Allemagne, ce qui, pour la plupart des gens, n'était pas... la plupart des gens pensaient que l'Allemagne pourrait gagner, mais pas avec un score aussi haut, et donc il y a peut-être des personnes un peu plus lucides qui se sont mis d'abord à à s'installer en France avant pour ne pas être bloqués lors du plébiscite. Et aussi, il y a une autre question, c'est un autre facteur qui est surtout, c'est que, à part les opposants politiques, les Juifs et les personnes ayant aidé les Français, la plupart des Sarrois se disaient peut-être que, bon, même si c'était l'Allemagne nazie, ils étaient allemands, ils n'avaient rien fait de mal, donc c'était pas un danger forcément pour eux tous de rester allemands. Et certains, parce que pour eux, redevenir allemand, même si c'était nazi, c'était le plus important. Enfin, lorsque les réfugiés arrivent, il faut les installer. Et on a eu deux solutions. D'abord, on a eu une solution un peu originale qui est de les accueillir, mais pas en métropole, mais dans l'Empire colonial, vous avez une carte ici. Et comme ça a un avantage pour les politiques, c'est qu'on accueille les gens, on respecte le droit français et un peu l'honneur de la France, mais en même temps, on ne les met pas en France, donc ils sont moins visibles et ça peut créer moins de polémiques. Donc, on a, par exemple, des citoyens sarrois ou allemands qui sont dispatchés dans l'Empire colonial. J'ai par exemple un document qui montre qu'un prêtre sarrois installé au Maroc, dans le protectorat français au Maroc, qui propose d'accueillir dans sa paroisse et au Maroc des réfugiés sarrois. Et on a aussi, par exemple, dans des textes, des personnes du ministère des Affaires étrangères qui évoquent que des citoyens allemands ont été envoyés en Afrique occidentale française ou même en Indochine. Après, la solution qui fut le plus privilégiée et les plus de Sarrois furent installés en métropole. Mais ça varia beaucoup. Ceux qui avaient les moyens, par exemple, s'installèrent à Paris ou dans les grandes villes. D'autres furent aidés par les communautés, comme j'ai dit, comme les juifs sarrois aidés par la communauté juive française ou par des partisans de leur bord politique. Par exemple, des réfugiés plutôt social-démocrates ont été aidés par la SFIO. Aussi, je vais insister sur un truc, c'est pour ça que j'ai mis une carte de l'Alsace et de la Lorraine, c'est que la plupart des réfugiés qui furent installés en France qui n'avaient pas les moyens et qui n'avaient pas d'aide de communauté s'installèrent plutôt en Alsace et en Lorraine, pour une chose très simple, c'est pas loin, et surtout c'est des régions qui ont une culture plus proche. Par exemple, en Alsace et en Moselle, on parle quand même un peu allemand, donc c'est plus simple pour des Sarrois d'installer et s'intégrer. Mais ça crée des tensions. Par exemple, on a le préfet du Bas-Rhin qui reproche que tous ces réfugiés viennent là en Alsace alors qu'il n'y a déjà pas de travail pour les Alsaciens et que c'est des Allemands, alors c'est un peu problématique, quoi. En plus, on n'est pas loin de l'Allemagne, donc ils pourraient être des infiltrés pour l'Allemagne et renseigner l'Allemagne sur la frontière et sur les fortifications. Voilà. Et on peut noter qu'il y a une solution qui a été faite. La France a décidé alors, pour certains, de les envoyer dans des territoires français pas très peuplés où il y aura moins de problèmes. Par exemple, on a beaucoup de familles de Sarrois qui sont envoyées dans la Creuse. Donc je ne sais pas comment les gens de la Creuse vont le prendre, mais bon, on considérait que ça posait moins de problèmes entre eux. Alors, je vais conclure. Alors, pour conclure, on peut voir que dans une période de crise et de tension sur l'accueil des réfugiés, la France a quand même a respecté son droit, la loi, et a gardé sa tradition d'accueil, mais on peut voir que c'est mitigé. Il y a quand même eu beaucoup de tensions, beaucoup de personnes qui s'opposaient à ça, et qui, au Parlement, il y avait des lois restrictives, mais dans le même temps, on a accueilli les gens. Donc c'est assez mitigé. On a accueilli les gens, mais c'est un peu compliqué. Mais j'ai pas vu dans mes sources que pour les autorités, que ce soit un énorme problème que ce soit des Allemands pour le ME, mais par exemple pour le préfet, ça posait des problèmes. Voilà, mais l'altérité, que ce soit des Allemands, ça allait quand même. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Tu respectes tout le temps, ça ? Bah oui, merci beaucoup Pierre. C'était super. Moi j'ai beaucoup aimé comment tu as réussi à remettre en perspective notre vision un peu contemporaine de l'altérité. C'est vrai que finalement on les connaît pas, c'est belge, quoi. Et il faut s'en méfier.
Et moi, j'aurais peut-être une question, mais alors tu me dis, elle est peut-être un peu longue et nous peut-être vers des choses un petit peu trop larges, mais tu as commencé en expliquant que le terme de réfugié posait problème, il me semble, Oui. sémantiquement, et au final, du coup, bah, toi, tu en fais une utilisation assez libre, du coup, pourquoi ce choix et pourquoi est-ce que ça pose problème? Bah parce que pour certaines personnes qui viennent en France, ils sont pas tous menacés. Il y en a qui viennent parce qu'ils n'aiment pas les nazis, mais à part la population juive et les opposants politiques, les autres, typiquement s'ils restent en Allemagne, à part, bon c'est une dictature, mais ils ne risquent rien comment dire, dans un premier temps. Et en France, on s'est posé la question à l'époque, mais avec tout ça, c'est d'accueillir ceux vraiment qui étaient en danger vital. Les autres, c'était moins grave. Donc c'est pour ça. Et parce que le réfugié, ça, j'hésitais avec le terme d'immigré, mais je trouvais que immigré c'était un peu trop neutre. D'accord. Et réfugié, je trouve que ça allait mieux parce que il faut aussi de rappeler dans son contexte que la France, quand même, à l'époque, a beaucoup accueilli de personnes venant de toute l'Europe qui fuyaient les persécutions. Et donc c'était pour rappeler que quand même, que la France, c'est quand même un pays où beaucoup de gens se sont réfugiés dans toute l'histoire, depuis la Révolution, beaucoup de gens se réfugient en France.